Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. À Pau, les États du G5 Sahel et la France ont annoncé la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel et une action concentrée sur la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU au cœur des débats à l'heure où aucun pays africain n'est membre permanent. Le monde a changé. Le Conseil de sécurité doit s'adapter, a martelé le C10, le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la question de la réforme de l'organe des Nations Unies. Puis la percée du mobile money en Afrique centrale où l'usage a pratiquement doublé ces dernières années. Focus dans ce journal sur le cas de la République du Congo. Ils se sont donc rencontrés lundi. Les présidents des pays du G5 Sahel étaient à Pau, en France, sur invitation du président français Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et à la contestation aussi de la présence militaire française dans la région. Au terme des discussions, les 6 chefs d'État ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire à travers un nouveau cadre structuré autour de 4 piliers dont l'action sera concentrée sur la zone dite des 3 frontières. Amenedji. Renforcement de la coopération France-G5 Sahel suite au sommet des dirigeants conviés à Pau en France par le président Emmanuel Macron. Une rencontre au sujet de la légitimité contestée des 4500 soldats de la force Barkhane et des nombreuses manifestations pour réclamer le départ des troupes étrangères du territoire sahélien. L'appel du président français s'est soldé par la consolidation de l'engagement militaire français au Sahel et le déploiement supplémentaire de 220 soldats. À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, c'est la lutte contre le terrorisme, la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. Donc les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants. Je les en remercie. Prévu se tenir en décembre 2019, mais reporté après l'attaque djihadiste d'Inates au Niger, cette rencontre des chefs d'État du G5 Sahel à Pau a été une occasion pour les chefs d'État de faire part de leur reconnaissance à l'égard de l'appui apporté par les États-Unis pendant que ces derniers réfléchissent à retirer leurs troupes armées des régions ouest-africaines. Les chefs d'État disent qu'ils renouvellent leur coopération avec la France. Bon, ça c'est la réelle politique, mais eux-mêmes ne sont plus convaincus. La bonne foi donc de ce pays, avant qu'ils ne partent là-bas, certains chefs d'État avaient exprimé leur indignation face à la communauté internationale par rapport à cette situation. Est-ce que la France et les autres pays occidentaux sont de bonne foi pour éventuellement travailler au niveau du Sahel pour que la paix revienne? La rencontre des chefs d'État du G5 Sahel à Pau a été conclue autour de 4 piliers essentiels dont le renforcement stratégique militaire et le nouveau cadre baptisé Coalition pour le Sahel, rassemblant le G5 Sahel, la force Barkhane et les pays partenaires. La composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU fait l'objet de sévères critiques. L'élargissement de la composition de ce Conseil des Nations Unies au cœur d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du C10, un comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le continent exige donc des réformes de cet organe qui, 75 ans après sa création, n'a accepté aucun pays du continent africain comme membre permanent. Le point avec Siamle Victoria Sedji. 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce que réclame l'Afrique. Le souhait est porté et assumé par le C10, comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme de l'organe d'exécution. Actuellement, le continent bénéficie de 3 sièges, mais seulement sur les 10 membres non permanents de l'organe international. Mais tant que l'Afrique ne pèse pas sur le plan économique au niveau mondial, ça va être très très difficile de faire accepter ces revendications. Les défis, ce sont des défis économiques, sécuritaires, démocratiques. Donc il faut que ces questions-là soient réglées au préalable pour que l'Afrique puisse être mieux respectée. Le comité défend ardemment un conseil de sécurité plus inclusif et plus démocratique. Il argumente que sa demande permettra de réparer une injustice historique, sortie du joug du colonialisme avec d'importantes potentialités, mais surtout d'énormes défis à relever. Les Africains disent mériter que leur voix compte désormais
dans les prises de décision à l'échelle internationale. Si nous pensons que les questions qui sont traitées par le Conseil de sécurité concernent essentiellement l'Afrique. Donc ces questions doivent être traitées avec la présence de l'Afrique et c'est pour cela que nous exigeons d'avoir un élargissement du Conseil de sécurité. Longtemps, la réforme du Conseil a fait débat surtout en Afrique, dans un contexte où les résolutions internationales prises par les 5 membres permanents actuels disposant du veto font de plus en plus l'objet de critiques. À Moscou, le maréchal et commandant en chef de l'armée libyenne, Khalifa Haftar, n'a pas signé l'accord accepté par son rival Fayez al-Sarraj, l'homme fort de l'Est de la Libye, qui combat depuis le mois d'avril 2019. Le gouvernement reconnu par l'ONU a indiqué vouloir s'accorder un temps de réflexion afin de signer l'accord formel de cessez-le-feu. Gladys Mwamba. Quel avenir pour la résolution du conflit en Libye? La question n'a pas trouvé de réponse. Après 7 heures de discussion, le maréchal Khalifa Haftar a quitté la capitale russe, Moscou, ce mardi 14 janvier, sans avoir apposé sa signature sur l'accord de cessez-le-feu, alors que son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, a bien paraphé cette entente, une énième manœuvre pour tenter de trouver une issue à la guerre civile dans laquelle les citoyens vivant le long de Sirte sont enfermés depuis 2011. La plupart d'entre nous à Sirte, nous tenons à ce cessez-le-feu parce que nous avons versé trop de sang et perdu trop de vies. La Libye n'acceptera plus d'effusion de sang des deux côtés. Le cessez-le-feu est une sage décision. Un cessez-le-feu pourtant non conventionnel a débuté depuis le 12 janvier entre le gouvernement libyen d'union nationale et l'armée nationale libyenne, décidé le 8 janvier par la Russie et la Turquie, ce qui témoigne de l'influence respective de ces deux pays sur la situation qui prévaut en Libye depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli en avril 2019. Plus de 280 civils et quelques 2000 combattants ont été tués. D'après les Nations Unies, près de 150 000 Libyens ont été déplacés. Pourtant, la question du cessez-le-feu divise encore l'opinion publique. Je suis contre le cessez-le-feu parce que nous devons mettre en place des forces militaires et de police pour mettre fin aux milices, car elles ont causé de graves conséquences pour le pays. L'intervention des différents acteurs extérieurs au sein du conflit libyen fait craindre à la communauté internationale une dégradation de la situation. La fragilité du cessez-le-feu entre les deux camps fera l'objet d'une conférence pour la paix en Libye le 19 janvier 2020 à Berlin. Les Congolais, toujours dans l'attente des élections locales prévues entre septembre et décembre 2019. Ces élections en République démocratique du Congo ne sont toujours pas organisées, en cause notamment le manque de financement. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les élections municipales en République démocratique du Congo ne sont pas encore organisées. Selon le calendrier électoral, ces élections devaient se tenir en 2019. Le pays, qui fait face à plusieurs défis, risque de passer outre ces échéances. Avec la promulgation de la loi des finances 2020, les attentes de la centrale électorale sont de voir le gouvernement s'y engager. Pour faire maintenant les élections dites locales et municipales, il faut débourser plus de budget que ce que nous avions déboursé pour les 3 dans ces pays continents, sans infrastructure. Et voilà où nous en sommes. Donc, actuellement, la CENI est à mesure de réactualiser son calendrier. La Commission électorale nationale indépendante relève de nombreuses inquiétudes au cas où ces élections ne sont pas organisées au cours de l'année 2020. Le plus grand risque est celui de voir d'autres facteurs liés à l'organisation des élections rendre obsolète le fichier qui a été révisé en 2017. Si nous dépassons le décembre 2020, nous aurons déjà 2 ans et nous n'aurons pas moins de 3 à 4 millions de nouveaux majeurs depuis le 1er janvier 2019. D'où, même s'il faut faire ces élections, il faut débourser l'argent. Et avant que le fichier de 2016-2017 ne soit obsolète. L'effectivité de l'alternance s'accompagne avec ces scrutins à la base, surtout dans le contexte de la décentralisation du pouvoir que le pays expérimente depuis 2015. Pour bon nombre d'observateurs, le doute persiste quant à l'organisation de ces scrutins au cours de cette année. Pour rappel, les 2 précédents cycles électoraux de 2006 et 2011 se sont aussi déroulés sans les élections locales.
Isabel dos Santos, 8e fortune africaine et fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, fait face à plusieurs enquêtes judiciaires à l'étranger, mais aussi dans son pays, l'Angola, où la justice a annoncé le gel de ses avoirs, une mesure préventive visant à obtenir le paiement à l'État d'un préjudice estimé à plus d'1 milliard de dollars, mais que la fille de l'ancien président apparente à un acharnement politique. Aïssatou Diamanka-Besland. Isabel dos Santos dément. Selon elle, toutes les allégations sont fausses. Toutes les allégations sont fausses. Pour rappel, le 30 décembre 2019, la justice angolaise a décidé de saisir les biens d'Isabel dos Santos et de son mari Sindika Dokolo. Elle réclame le paiement à l'État d'un préjudice estimé à 1,1 milliard de dollars. Une décision immédiatement contestée par le couple. Isabel dos Santos parle alors de chasse aux sorcières et de persécution politique. Il y a une campagne en Angola au sein du parti politique, au sein du MPLA, pour neutraliser l'influence du président dos Santos dans la vie politique angolaise. Et cela vient vraiment de la conduite d'une campagne qui remet en question son héritage. Récemment, son image a été retirée de la monnaie angolaise à partir des billets de banque. C'est donc un signal très fort qui montre que son héritage doit être effacé. La gestion financière des sociétés étatiques pétrolière, la Sonangol, ou diamantifère, la Sodiam, sont mis en cause. Exem Energy BV, présentée comme une entreprise appartenant au couple, doit 75 millions d'euros au total à la puissante compagnie pétrolière Sonangol. Même accusation pour la Sodiam qui, selon l'État, réclame quelques 150 millions de dollars en investissement qui était destiné au rachat de la société de Chrysogono, un joaillier suisse toujours en difficulté financière. Cependant, depuis le vendredi 10 janvier 2020, l'étau se resserre autour d'Isabel dos Santos. C'est à la justice portugaise d'ouvrir à son tour une enquête sur la provenance des biens et avoirs qu'elle détenait au Portugal. Plusieurs entreprises sont concernées. Focus à présent sur le mobile money, un marché de 250 millions de clients en Afrique subsaharienne et qui désormais génère chaque année plus d'1 milliard de dollars. Percée donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 10 ans au Kenya, dans la Corne de l'Afrique, et qui est en train de s'étendre au reste du continent. Illustration en République du Congo dans ce sujet de Philomentine. Les chiffres du mobile money au Congo suivent une courbe ascendante. Le secteur a généré des recettes de 983,1 millions de francs CFA en novembre 2019 contre 365,6 millions de francs CFA en novembre 2018. L'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques indique que cette hausse équivalent à un peu plus de 168,8% se justifie par le nombre d'abonnements qui se situe à environ 5,7 millions d'abonnés, dont 1,7 million d'abonnés actifs. Il y a d'abord le boom de la téléphonie mobile au Congo conjugué à une meilleure régulation du secteur par l'ARPCE. Le produit, par exemple, du mobile money va vers les clients et cela permet, n'est-ce pas, à des petits usagers de mener facilement leurs transactions financières. L'Afrique centrale enregistre moins de 10% des comptes mobile money sur les 400 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne selon le groupement mondial des opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi, le Congo connaît toujours une lente pénétration du mobile money. Seuls 6% de la population adulte possédait un compte en 2017. Les consommateurs n'ont pas accès au système bancaire. C'est plutôt les opérateurs qui finissent donc par traiter avec une banque de référence et cela permet indirectement de booster les avoirs, les dépôts dans les banques et même donc de fluidifier l'essentiel des transactions financières. Selon l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques, la filiale sud-africaine, la Mobile Telecommunication Network MTN, consolide sa place de leader sur le marché congolais en termes de revenus avec 56% des parts de marché devant l'opérateur Airtel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.